Comme chaque mercredi, l'œil de l'expert nous permet d'approfondir un thème, une question avec des personnalités reconnues dans leur domaine. Ce soir, je suis en compagnie de Maître Franck Sprit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio en direct, avocat spécialisé en droit du travail, qui a fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici et depuis la rentrée pour venir en studio répondre en direct aux questions que l'on se pose. Preuve de courage. Pas sûr que ça pèse lourd dans un tribunal. Qu'est-ce qu'une preuve, Maître Franck Sprit? Une preuve? Ah ben voilà, j'ai presque envie de vous retourner la question. Alors, comment on définit la preuve? Eh bien, on définit la preuve comme la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Vous voyez, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire Eh bien, une preuve, c'est de démontrer, avant de dire, que ce qui est exact. On entend régulièrement preuve irréfutable. C'est un qualificatif qui est ajouté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différents niveaux de preuve, de crédibilité de la preuve ou de recevabilité de la preuve? Ah oui, il y a différents niveaux. Vous avez parfaitement raison de souligner ça, puisque on a des éléments, on va prendre un cas très concret, un acte authentique par rapport à un acte sous seing privé. Alors ça dira sans doute quelque chose à nos auditeurs, ou peut-être à vous-même d'ailleurs. Un acte authentique va être un acte passé devant notaire, qui est un officier ministériel, alors qu'un acte sous seing privé, c'est bien, mais c'est passé entre deux personnes privées, dont les consentements, la façon de passer l'acte peut être sujette à caution, alors que celui devant passer devant l'officier ministériel, eh bien, est constaté comme vrai, et donc, si effectivement on voulait le contester, parce que au final, tout est contestable, vous le savez bien. Oui, c'est assez terrible. Eh bien, c'est une procédure tout à fait spécifique, extrêmement codée, à laquelle va devoir s'atteler celui qui contesterait un acte authentique. Alors, au-delà de l'acte authentique, donc il y a une sorte de preuve à géométrie variable, en fait, de poids de la preuve à géométrie variable. Et je vais plus loin. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'une personne qui n'aurait pas toutes ses capacités, mais qui apporterait une preuve solide, authentique, authentifiée, enfin, est-ce que cette preuve pèserait moins en fonction de la personne qui l'apporte? Alors, j'allais dire, il y avait deux choses dans votre question, d'une certaine manière, parce que si on arrive à démontrer que celui qui apporte un acte ou un fait dit pour vrai n'est pas tout à fait maître de toutes ses facultés, bien évidemment, cet acte ou ce fait va être pris de manière très très précautionneuse, et celui qui le contesterait aurait des chances effectivement de pouvoir le remettre en cause, parce qu'en réalité, il démontrerait que le caractère non sain de l'esprit de celui qui a fait cet acte ou qui a fait cet écrit, par exemple, qui a établi cet écrit, eh bien, ne peut être considéré comme valable. Oui, il faut être tout à fait sain d'esprit, ça n'a rien à voir avec l'aspect de probité, mais c'est être en mesure de se déterminer en fonction de ses facultés mentales, et c'est extrêmement important, effectivement, de vérifier, mais il y a toujours une présomption. Nous sommes, à partir du moment où nous sommes majeurs, nous sommes en mesure de passer des actes, comme on dit, ça c'est notre jargon, mais qui n'est pas tout à fait un jargon, c'est une réalité, un acte juridique. Eh bien, quand vous achetez votre baguette de pain, on considère que vous n'avez pas à prouver que vous êtes sain d'esprit. Maître Franck Sprit, toute preuve apportée en justice doit être recueillie de manière loyale. Qu'est-ce que la loyauté ? J'ai envie de dire, déjà, c'est un beau mot qui parlera à chacun, je pense, au-delà de la sphère juridique. Parce que la loyauté, c'est ce qui doit présider, j'allais dire, à nos relations sociales, à nos relations humaines. C'est vrai dans le droit des affaires, c'est vrai dans la sphère privée, dans le droit du travail que j'exerce principalement. La loyauté, voyons, on dit par exemple le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Donc la loyauté, elle est contenue dans la bonne foi. Alors,
on a envie de dire une preuve, on parlait de la réalité d'un acte ou la réalité d'un fait, qui peut constituer une preuve, on va dire, bah oui, c'est forcément loyal. Et pourtant non, il peut y avoir des preuves déloyales. Par exemple, est-ce à dire qu'une preuve obtenue par des moyens déloyaux est une preuve déloyale? Eh bien non. Et c'est ça qui est assez complexe, je vous l'accorde, parce que ça bouleverse en fait nos intimes convictions d'une certaine manière, ou notre simple bon sens. Une preuve déloyale n'est pas forcément irrecevable. Est-ce que et donc elle garde sa validité. C'est ça qui est difficile à comprendre, j'allais dire pour le commun des mortels, et c'est ce à quoi on se heurte en tant que praticien du droit, parce que vous avez des preuves qui ont été recueillies. Je pense par exemple à un enregistrement, vous voyez, une vidéo prise à l'insu de la personne. Alors, je vais pas fâcher la soirée, mais nous sommes filmés, me semble-t-il. Je l'ai accepté. Vous m'auriez filmé à mon insu. Et pourtant, c'est un fait, je suis bien dans ce studio. C'eût été déloyal de votre part. Pour autant, la preuve est là. C'est bien mon visage. J'aurais du mal à le contester. Et là, on parle d'enregistrement clandestin. J'ai lu aussi, dites-moi si je me trompe, une affaire très récente, un compte Facebook laissé ouvert sur un ordinateur dans un open space, dans un bureau ouvert, et une personne qui passe et qui récupère des informations sans forcément intervenir sur l'ordinateur et qui s'en sert contre la personne. C'était des informations privées. Eh bien, ces informations, qui sont pourtant sur une page Facebook totalement privée, sont recevables par la justice. Tout dépend de quelle justice on va parler. Alors, je ne dis pas qu'il y a des justices différentes en France. Il y a une seule et même justice qui est permanente et qui est soumise aux mêmes lois. Cela étant, il faut distinguer ce qui est du domaine pénal et du domaine civil. Pour être schématique, mais néanmoins illustratif, je pense, c'est que le pénal intéresse la société avec un grand S. La justice civile intéresse les relations entre les personnes privées. Et donc, c'est tout à fait différent. Et les moyens de preuve qui sont reçus par l'une ou l'autre de ces juridictions sont différentes. Je m'explique. Si votre compte Facebook, que vous avez capté, alors que la personne ne vous a rien demandé, vous ne faites pas partie de ses amis, ou enfin de son mur, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Vous êtes en dehors du cercle en tous les cas, mais que à l'occasion de cette page Facebook, vous reconnaissez qu'il y a une infraction, d'ailleurs qui peut être grave, quelquefois qui est commise, vous pouvez évidemment vous en servir dans le procès pénal. Elle va compter. Dans le cadre de l'enquête, bien évidemment, c'est une preuve qui va être recevable. Et pourtant, vous avez une certaine déloyauté à l'avoir prise en compte, ou en tout cas apportée. En revanche, en matière civile, dans un rapport normal, vous êtes dans votre entreprise et puis on capte à votre insu une discussion privée sur le mur, sur la toile. C'est un procédé déloyal qui ne sera pas reçu par la justice du travail, parce que c'est à votre insu. Mais, la frontière est ténue. Espionnage, délation, c'est assez effrayant. Comment se prémunir justement de finalement cette frontière qui est très ténue, vous avez raison de le souligner, entre la vie privée et puis ce qui ensuite peut se retrouver en justice. Oui, alors je me sers effectivement des décisions, mais qui sont aussi quelquefois différentes et difficiles en interprétation. Il faut considérer que dans la matière civile, alors, civile au sens large, j'allais dire, mais bon, ou droit du travail au cas particulier, le principe demeure celui de la loyauté de la preuve qui est produite en justice dans le cadre, par exemple, d'un contentieux sur un licenciement ou quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas vous servir d'un entretien que vous avez enregistré, par exemple, à l'insu de votre employeur ou l'employeur à l'insu du salarié. Pour autant, il y a récemment eu une brèche de la part de la Cour de cassation
Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique, effectivement, de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais néanmoins, on doit entendre aujourd'hui que celui qui serait complètement démuni d'apporter une autre preuve que celle-ci, c'est un peu la preuve unique, quand bien même serait-elle par un moyen déloyal qu'elle l'a recueillie, peut s'en servir dans le cadre soit d'une sanction, soit d'une dénonciation, par exemple type discrimination. Mais voyez, alors la latitude en un seul mot du juge, là-dessus, est extrêmement importante parce que c'est évidemment extrêmement sensible. Vous avez parlé notamment du respect de la vie privée. Et j'allais dire, c'est tant mieux. Donc le juge, évidemment, va prendre énormément de hauteur par rapport à ce sujet-là, va regarder quels sont les intérêts en présence. Est-ce que celui qui a procédé déloyalement pour recueillir une preuve avait cet unique moyen pour l'apporter? Si oui, en proportion des intérêts d'atteinte à la vie privée et de la confection de la preuve, va prendre la décision de recueillir cette preuve et de la considérer valable, quand bien même le procédé demeure déloyal. Maître Franck Sprit, pour conclure, qu'est-ce que nos auditeurs, auditrices doivent retenir? Parce que ça peut paraître parfois un peu complexe et puis parfois trop évident. Qu'est-ce qu'il faut justement sur cette notion de preuve retenir fondamentalement? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, sans faire aucun discours moraliste, mais que la loyauté fait partie encore du frontispice de notre société. Donc gardons quand même en tête que chacun doit apporter des faits, des actes, dès lors qu'il les a recueillis de manière loyale. Maintenant, lorsque vous êtes devant un cas extrêmement complexe, considérez avec les conseils avisés, je parle pour ma profession, que vous pouvez, malgré la déloyauté que vous allez évidemment regretter dans votre conscience personnelle, l'apporter parce qu'elle constitue pour vous le seul moyen de faire valoir un droit. Et là, il faut faire une analyse, j'allais dire scientifique et en tout cas juridique, pour apprécier ou non si c'est possible de travailler de cette manière-là dans le cadre d'un dossier pour lequel vous avez des intérêts à défendre. Ça paraît beaucoup plus simple et plus clair, mais ça reste tout de même complexe, parfois presque trop complexe. Oui, j'allais dire, mais la complexité fait partie du droit, quand bien même les principes eux-mêmes sont assez universels. On n'a pas le temps de parler de la Convention européenne des droits de l'homme, ça aurait été intéressant parce qu'en matière de preuve, elle dit aussi un certain nombre de choses. Mais nous sommes encore dans une société démocratique avec des principes universels, ou à tout le moins dits universels. Il faut les conserver et la question de la preuve fait partie à la fois des droits, mais aussi des devoirs dans la confection de celle-ci. Eh bien, un grand merci en tout cas, Maître Sprit, d'être passé dans ce studio. C'est un plaisir. Pour parler de cette preuve. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai trouvé quelques citations sur la preuve. La preuve du pire, c'est la foule. Ça, c'est Sénèque. La preuve du pire, c'est la foule. Ou encore cette citation de Maurice Tosca, un écrivain français du siècle dernier. Une certitude n'a jamais été une preuve n'a jamais été et ne sera jamais une vérité. Ça, et vous savez comment on dit preuve en anglais ? Allez-y. Evidence. Évidence. Oui, effectivement. Voilà, c'est bien ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans ce studio.